chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Nous sommes heureux d'avoir en ligne notre ami Michael Kurtli. Bonjour Michael. Bonjour Abdelatif, ravi d'être avec toi. Eh bien écoute, c'est réciproque et tu sais très très bien et nous sommes heureux d'avoir des gens comme Michael Kurtli qui ont le verbe mais aussi qui ont la qualité de l'intervention qui est appréciée sur un niveau très élevé par-ci et par-là. Et nous sommes heureux d'échanger avec toi un sujet qui est de taille, un sujet qui est d'actualité. Et pour éviter l'amalgame et pour que notre crédibilité reste au-dessus de tout ça, nous essayons à travers nos invités et notamment Michael Kurtli d'éclairer l'opinion publique sur la réalité, mais rien que la réalité. Il s'agit d'un travail de bénévolat, un travail d'amour par rapport à ce beau métier, le métier d'informer. Michael, c'est un journaliste de renom. Michael Kurtli, c'est un géopolitologue, mais aussi c'est un fin connaisseur de dossiers religieux aux États-Unis. Michael, ma première question est simple. Que représente le volet religieux aux États-Unis dans un premier temps? Mais je pense que, d'abord, merci d'être invité à discuter des questions très profondes comme la relation entre la religion et l'État, la relation entre la religion et la laïcité, et surtout la question de la religion par rapport à l'avenir du monde. Parce que si j'ai suggéré que tu passes cette chanson de Michael Jackson, c'est en souvenir du fait que notre première responsabilité en tant qu'être humain est quelque part de guérir le monde, d'aider en sorte à ce que le monde guérisse de tous ces maux. Donc, moi, étant donné que j'ai suivi depuis très longtemps les tendances religieuses, j'ai souvent remarqué que les tendances les plus vocales sont souvent celles qui, dans un sens, se politisent à l'encontre de cette guérison que nous espérions arriverait sur cette terre un jour ou l'autre. Et qu'il s'agit des États-Unis ou d'autres endroits dans le monde, la tendance qui a souvent la voix la plus forte et la plus écoutée et souvent la plus troublante et ce qu'on peut appeler la voix des fondamentalistes ou des personnes qui croient souvent que leur religion et leur voix dans cette religion est la seule qui compte et c'est la seule qui peut mener à Dieu. Et ce qu'on remarque aux États-Unis, c'est que il y a cette tendance qu'on appelle les évangéliques, dont a parlé d'une façon assez objective, je pense, ton premier invité. Oui, Aaron Lehman. Et c'est une tendance qui
comme existe dans le monde musulman, comme existe dans d'autres religions, est une tendance qui prend comme position que celui qui ne croit pas comme moi est soit damné, soit de toute façon dans le tort. Donc, qu'est-ce que ça donne? C'est-à-dire que ça crée des situations assez controversiales et surtout contradictoires quand il s'agit notamment des évangéliques aux États-Unis. C'est-à-dire les évangéliques, afin de pouvoir prôner et se positionner par rapport à certaines idées morales qu'ils ont, sont emmenés à voter pour un président Trump qui, de beaucoup de façons, ne représente pas en lui-même, dans son propre caractère, la qualité de cette moralité qui propose ces évangéliques. Donc, ils sont dans un quiproquo assez problématique et qui est reconnu d'ailleurs par pas mal d'entre eux. Mais ce qui existe, c'est sûr, c'est depuis au moins, je dirais, 2 générations, au moins depuis 30 à 40 ans, il y a une volonté chez les évangéliques d'avoir une influence politique, parce que ça n'existait pas auparavant. C'est-à-dire auparavant, combien d'années en arrière? C'est-à-dire avant les années 60 et avant les années 70 même, les évangéliques et la plupart des pasteurs, c'est les protestants, ne prenaient pas une position politique et disaient que c'était important de ne pas en prendre, que ce qui était à Dieu et ce qui était à l'État était à l'État. Et c'est venu sur cette question de prendre une position politique est venue lorsqu'il y a eu le grand débat par rapport à l'avortement, qui a fini par une décision de la Cour suprême qu'ils appellent Roe versus Wade. C'était une grande décision qui disait que la femme avait droit aux États-Unis à l'avortement. Et donc, les évangéliques et d'autres, les catholiques également, qui étaient contre l'avortement, ont décidé qu'il ne suffisait pas de parler de cela dans les églises, mais il fallait prendre des positions par rapport à la culture sur la scène publique. Donc, ça a donné lieu à pas mal de forces de lobbying, ce qui fait qu'aujourd'hui, dépendamment de qui est président, ils ont de plus ou de moins d'influence par rapport à certaines idées qu'ils veulent prôner. Par exemple, moi j'étais très actif dans la communauté évangélique lorsque j'ai travaillé avec l'ambassade du Maroc aux États-Unis, parce que on constatait que les évangéliques avaient une énorme influence sur la Maison-Blanche lors de la présidence du président Bush, qui lui-même n'avait pas grand-chose à voir dans sa façon de pratiquer avec les évangéliques, ni dans sa façon de penser. Mais puisqu'il dépendait d'eux pour son élection, ils ont réussi à gagner une certaine influence dans la Maison-Blanche, ce qui faisait que, n'oublions pas qu'aux États-Unis, il y a la politique de la base, c'est-à-dire que rien que 50 personnes qui ont les mêmes idées et qui sont prêts à vraiment pousser ces idées peuvent aller voir une parlementaire et avec un groupe de cette taille-là peut avoir pas mal d'influence parce que ils savent, le parlementaire sait que derrière cela, il y a peut-être tout un mouvement. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent avoir l'influence parce qu'ils savent, le parlementaire, le congressman, comme on dit aux États-Unis, il sait qu'il peut il peut ne pas être réélu dans 2 ans parce qu'il est réélu tous les 2 ans, les parlementaires aux États-Unis. Donc, par rapport à l'influence, les évangélistes, puisqu'ils représentent
d'une façon diffuse peut-être, mais ils représentent plus d'une tiers, et peut-être que quelquefois on dit le 2/5 de la population américaine. Donc, vu que ces personnes, de façon générale, pensent la même chose sur certaines questions, pas sur toutes, comme disait tout à l'heure ton invité, ils pensent de la même façon sur certaines questions de base, ils peuvent avoir une influence incroyable parce qu'ils sont si nombreux et parce qu'on sait que si il y a une élection du Congrès ou même au niveau présidentiel, ils peuvent jouer, ils peuvent en fait faire en sorte qui est élu. S'ils viennent voter ou s'ils viennent pas voter, s'ils viennent voter pour quelqu'un ou contre quelqu'un, ça joue beaucoup dans la question électorale aux États-Unis. Une parenthèse, Michael, une parenthèse parce qu'elle vient de l'esprit. Donc, il n'y a pas un problème avec le mode de vote aux États-Unis qui permet à ces gens-là d'avoir ce poids-là. Parce que là, on parle de la base, et après la base, c'est créer une élite. Cette élite, c'est elle qui vote après. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il y a un problème. Parce qu'ils sont nombreux. Par rapport au vote. Par exemple, dans certains États, les évangéliques représentent 60 à 70% de la population. Dans ces États-là, si les évangéliques ne sont pas avec toi, tu ne vas pas être élu. Mais ce n'est pas, je ne crois pas que c'est un problème par rapport au système de vote. Le problème du système de vote ne vient en ligne de compte que lors de l'élection présidentielle. Parce qu'il y a des grands électeurs dans les élections présidentielles. Et à ce moment-là, dans certains cas, s'il y a un État, les États peuvent avoir une importance au-delà du pourcentage de la population parce que le système du collège électoral leur donne cette possibilité. Mais c'est assez rare quand même. L'influence que peut avoir des évangéliques, généralement parlant, c'est direct. D'accord. La question qui est le berceau de cet échange de ce jour, donc c'est cette histoire de l'implication et aussi cette géopolitique religieuse, là, parce qu'on voit la première force internationale est quelque part, comme il a dit Monsieur le Président des États-Unis, il a dit tout simplement, moi je réponds à une promesse électorale sur l'histoire du Jérusalem. Donc, les affaires internes des États-Unis influencent un petit peu le cours, et qu'on soit clair, donc on parle d'une implication, donc déjà dans le premier temps on parle d'une décision complètement pour faire plaisir à des évangélistes. Donc c'est une décision interne qui s'applique sur un problème international où il y a plusieurs milliards de personnes qui sont concernées, et on trouve comme quoi la superpuissance impose ses problèmes internes sur la scène internationale à travers cette question de Jérusalem. Qu'est-ce que ça représente pour vous là? Ça serait, je crois, un peu trop simpliste de dire que c'est uniquement une question interne, c'est uniquement parce que Trump a voulu faire plaisir aux évangéliques qu'il a décidé de nommer Jérusalem en tant que capitale d'Israël. Je pense que c'est nettement plus compliqué que ça. N'oublions pas que une des autres promesses de Trump était de régler le problème, en tout cas le grand problème du Moyen-Orient. Et il y a son genre Kushner et d'autres personnes de la Maison-Blanche qui ont fait les navettes depuis les élections en espérant trouver quelques idées vers des solutions. Je crois que effectivement, il avait fait cette promesse envers les évangéliques et je crois qu'il l'a tenu si rapidement. Ça, c'est très important, c'est la rapidité de la décision pour disons, soutenir cette promesse. Mais il a quand même, n'oublions pas que Trump, il y a beaucoup de promesses qu'il n'a pas tenues aussi. Donc, je crois que s'il l'a fait, c'est aussi dans sa tête en se disant, parce qu'il a dit clairement, il a dit que ils ont essayé depuis au moins les années 70 à régler ce problème,
dans tous les sens, avec tous les efforts possibles, et il a dit, mais rien n'a marché, donc on va essayer une nouvelle idée. Lui aussi, je pense qu'il est très naïf, mais je crois qu'il y a aussi une espèce d'impatience que Trump a par rapport aux problèmes historiques qui existent dans le monde et qu'il essaie de les régler d'une façon forte. N'oublions pas quand même que bien qu'il ait décidé d'annoncer cette décision et de reconnaître Jérusalem, l'ambassade des États-Unis ne va pas déménager avant au moins 2 ans. Et il le sait, ça. Il n'est pas con par rapport à cette démarche. Parce que Trump, si on sait quelque chose de lui, il peut changer d'idée très rapidement par rapport à la façon de procéder. Donc, autant il n'a pas tenu en compte peut-être la réaction dans le monde musulman, ou bien il n'a pas donné à cette réaction autant d'importance que nous pourrions lui donner, je crois qu'il est aussi en train de voir comment cette réaction influe sur les possibilités de dialogue. On peut noter, par exemple, qu'il n'y a aucune, à ma connaissance, il n'y a aucun État arabe ou musulman qui a décidé de fermer son ambassade à Washington. Donc, excuse-moi, Michael, mais là, c'est trop fort. Est-ce qu'il y a un État arabe qui a demandé de rappeler son ambassadeur, au moins? Non, il n'y a pas un. Il n'y a pas une. Il n'y a pas un État, je crois. Et je crois que... voilà, donc sans y aller jusqu'à la fermeture de l'ambassade, au moins de rappeler l'ambassadeur pour échanger avec lui. Jusqu'à maintenant, apparemment, aucun État du monde arabe donc, qui a franchi ce pas. Donc la réaction est populaire, la réaction dans le monde musulman est populaire et également intellectuelle, mais il n'y a pas eu une grande réaction politique par rapport à cette décision. Et pourquoi, selon toi? Pourquoi ce mutisme, ces silences politiques, j'ose dire? Dans le domaine de la spéculation, je ne peux que donner des avis. Bien sûr. Qui ne valent pas grand-chose, mais je crois que de notre côté, le président Trump a fait pas mal de choses, des gestes envers l'Arabie Saoudite notamment. Il y a des crises qui existent actuellement en Arabie entre différents pays, envers le Qatar, avec le Yémen, évidemment par rapport à la Syrie, l'Irak et tout ça. Je crois qu'on voit en Trump quelqu'un qui a envie de bouger par rapport à ces dossiers. Je crois que ça fait partie de la réponse. Je crois également que Trump est tellement, au vu du reste du monde, tellement imprévisible qu'on ne sait pas exactement si on agissait, est-ce que cet agissement aurait l'effet escompté. On ne sait pas. On voit comment il agit, par exemple, vis-à-vis de la Corée du Nord, et ça n'a pas l'air d'aller dans un sens positif, malgré toutes les gesticulations, malgré tous les cris qui peuvent exister de deux côtés. Et donc, peut-être qu'il y a une réticence par rapport au président Trump lui-même. Et peut-être également, il y a une pensée étatique qui dit que cette question va très vite être submergée dans d'autres choses. C'est-à-dire que la réaction de la rue était jusqu'à maintenant assez ponctuelle. Et pour l'instant, il n'y a rien de concret qui s'est passé. Il n'y a aucune ambassade qui a bougé. Il n'y a pas eu de grands changements. Il y avait simplement une déclaration de la part du président Trump. Donc, je crois qu'il y a aussi genre de wait and see. On va attendre et voir ce qui se passe. Il y a une question, Michael, dans ce sens-là, parce que là, tu as parlé d'une chose assez importante quand même au départ. Tu as dit comme quoi le président américain n'a pas tenu un certain nombre de promesses.
Et surtout, il a tenu celle-là, mais d'une manière rapide. C'est ça qui t'a interrogé un petit peu. Donc, moi, il y a une question qui m'interpelle. Comment ça se fait parmi les promesses qui est vraiment lourde, hein, c'est la création du fameux mur entre les États-Unis et le Mexique, et qui se fait payer par le Mexique, et du coup, on n'a jamais eu lieu. C'était une promesse électorale de taille. Et pourquoi il a choisi ce dossier rapidement? Est-ce que c'est tout simplement une réaction, j'ose dire, d'esquiver un petit peu les ratés qu'il a fait sur d'autres domaines, sachant comme quoi ce match, il gagnera rapidement vu l'état politique des mondes arabes? C'est-à-dire, je pense que dans son esprit, à Trump, il ne perd pas grand-chose. C'est ça. C'est-à-dire qu'il va assouvir les désirs des évangéliques en faisant cette déclaration et également se rapprocher des dirigeants actuels en Israël. Donc, il ne perd pas grand-chose à le faire, je pense. Et en même temps, comme il a fait depuis qu'il est au pouvoir, il a toujours eu tendance à faire des déclarations, à créer du buzz, comme on dit en anglais, pour distraire des autres choses. Pour distraire la population, pour distraire les journalistes par rapport à d'autres dossiers. Donc c'est une manipulation politique, j'ose dire. Pour moi, c'est une pure manipulation politique. Je veux dire, je ne suis pas du tout convaincu qu'un jour ou l'autre, l'ambassade américaine va être effectivement à Jérusalem. Je ne suis pas du tout convaincu de cela. Il y a beaucoup d'eau qui coulera sous le pont avant que ça se passe réellement. Et pourquoi tu n'es pas convaincu, Michael? Parce que c'est Trump. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une décision du ministère des Affaires étrangères américaines. Il n'y a pas une vraie suivi dans tout ça. C'est un président qui comme il a fait à maintes reprises, qui s'est levé un beau jour, il a dit aujourd'hui, je vais annoncer que Jérusalem, c'est la capitale de l'Israël. Bon, il a certainement eu des influences de part et d'autre pour dire cela. Mais pourquoi il l'a fait en ce moment-là, pourquoi il l'a fait de cette façon-là, bon, je ne suis pas dans sa tête, mais je ne pense pas du tout que ça soit une décision trop réfléchie de sa part. Sauf peut-être dans le sens qu'il a dit, on va un peu casser la baraque et on va voir ce qui se passe après. Ça, c'est possible. Je pense que personnellement, je pense que il y a une réflexion, c'est plutôt dans ce sens-là. Parce que, et n'oublie pas qu'il a décidé de faire cette déclaration à un moment très critique dans une autre élection qui se passait en Alabama, où il y avait un juge qui avait des grands problèmes de scandale par rapport à sa façon de traiter les femmes, comme c'est la grande vague aux États-Unis de vraiment accuser des personnes qui ont eu ce genre de défauts dans le passé. Donc ce juge est pleinement et strictement évangélique, très connu dans la communauté évangélique en Alabama. Et n'oublions pas qu'à cette même période, il était vraiment en danger de perdre l'élection. Il a fini par perdre l'élection la semaine dernière, mais Trump, il est tout à fait possible qu'il ait calculé de déclarer que Jérusalem était la capitale d'Israël par rapport à cette élection, pour booster un peu son image vis-à-vis des évangéliques d'une façon très ponctuelle et très temporaire par rapport à cette élection, parce qu'il avait décidé en même temps d'aller vraiment se batailler pour que cette personne, le juge Moore, il s'appelait, soit élu. Pour moi, ça peut être si simple que ça. Et si c'est si simple que ça ne veut pas dire que c'est une conviction très profonde à l'intérieur de Trump. Il a fait tellement de promesses, ce gars. Il a fait tellement de promesses
qui, bon, s'il pense que ces promesses sont utiles à un moment donné, il les tire de sa poche et il dit voilà, j'ai fait cette promesse, donc je le fais. Mais est-ce que ça veut dire que ça va rentrer en application? Moi, en tout cas, moi, je suis loin de le penser aujourd'hui. On a parlé du président américain, on a parlé des États-Unis, on a parlé de ces évangélistes, mais il me reste deux questions, en gros, Michael, si tu le permets. Je suis très heureux parce que je viens d'avoir encore un deuxième appel de mon troisième intervenant, M. Eli Atem, qui vient de se libérer. Il a dit je participe, donc il va participer après toi, donc vers le 17h. Donc nous sommes heureux qu'on va élargir encore le débat avec M. Eli Atem, hein, donc après ton passage. Mais il me reste deux questions assez importantes. On parle des États-Unis, on a parlé du président Trump. Pourquoi on ne parle pas un petit peu de ces pays arabes? Ces pays arabes qui viennent d'avoir leur indépendance, ça fait quand même le minimum quarantaine, cinquantaine, soixantaine d'années. Et on constate comme quoi il y a toujours un déclin sociétal de taille qui se traduit bien sûr sur un déclin politique à travers le monde, hein, donc le monde musulman et le monde arabe hein, dans son ensemble, au moment où l'Europe, au lendemain de cette guerre désastreuse, on voit le progrès social, on voit le progrès économique et culturel de taille. Selon toi, c'est quoi la raison de ce déclin, de cette chute hein, qui s'inscrive hein, dans le temps, si on a bien compris. Donc le monde musulman il est en chute libre, mais là il y a une chute, j'ose dire, modérée, puisque sur le plan social, il y a des difficultés. Est-ce que ce n'est pas une raison qui pousse d'autres pays à l'étranger, comme le cas de M. le Président américain, de prendre une telle décision sur une ville sacrée pour toutes les religions, hein, qu'on soit clair, et que l'État palestinien, depuis toujours, ça fait plusieurs années maintenant, qu'il n'a jamais existé. Est-ce que le monde arabe a une part de responsabilité dans ce dossier? Mais pour revenir un tout petit peu, pour reformuler un peu la question, je crois que ce dont on n'a pas parlé avec le président Trump, c'est son attitude envers les musulmans, en général. Mm-hmm. Pas uniquement en ce moment quand il a déclaré que Jérusalem était la capitale d'Israël, mais à tout moment, depuis qu'il est au pouvoir, il montre non seulement un antagonisme envers la venue de musulmans aux États-Unis, mais par rapport également à la communauté musulmane à l'intérieur des États-Unis, et aussi, je crois, en dehors de ses efforts diplomatiques vis-à-vis de l'Arabie saoudite, un mépris presque de ce que peut apporter le monde musulman. Disons, par rapport à ces questions dont tu viens de parler, des questions de modernité et de progrès. Ça, c'est une attitude qui, non seulement qui l'habite, je crois, mais aussi qu'il reflète, parce que avec la montée du terrorisme depuis quelques années, et surtout la montée d'une idéologie assez fondamentaliste ou très fondamentaliste venant du monde musulman, il y a une espèce d'éveil chez les chrétiens, où que ce soit, d'une peur et d'une crainte et surtout d'une méfiance totale envers tout ce qui est musulman. Donc, je crois que le président Trump, il incarne cette vision du monde qui, je crois, implique un regard, et ça revient à ta question, un regard sur comment est-ce que le monde musulman non seulement est perçu à l'extérieur, mais aussi comment il se perçoit lui-même. Et là, on revient sur, à mon avis, sur ta question de progrès, de modernité, de changement, qui, d'après ta question, n'est pas extrêmement visible
dans le monde arabo-musulman et même peut-être en dehors du monde arabe. Et c'est une question profonde qui a plusieurs réponses. Mais je pense que une des réponses, évidemment, est, comme on a souvent évoqué, la suite aux différentes formes d'impérialisme ou de colonialisme. Et certes, ces choses venant de l'externe jouent un rôle très important, mais quand même, il s'agit de se poser la question, qu'est-ce que ce grand monde musulman qui est composé de beaucoup de pays, comment est-ce qu'il peut concevoir son avenir par rapport à ces progrès qui existent ailleurs? Et ce qu'on peut constater, je crois, par rapport aux pays occidentaux, c'est que par rapport à la religion est très souvent, et pour la plupart, assez séparée du quotidien du gouvernement et de l'État. Peut-être il y a des influences, comme on vient d'évoquer de la part des évangéliques aux États-Unis, mais même aux États-Unis, on ne peut pas dire que c'est pas une théocratie, ce n'est pas un État qui est basé sur la Bible. Et à plus forte raison, la plupart des États européens ne sont pas basés sur le christianisme. Peut-être il y a des valeurs et une éthique et une culture et une histoire qui émanent du christianisme et du monde judéo-chrétien et de la culture judéo-chrétienne, mais ce ne sont pas des pays dans l'ensemble qui existent sur les bases d'une religion. C'est très important comme différence. Tandis que ce que nous remarquons dans la plupart des pays arabes, surtout, c'est que très souvent, ce sont des pays qui sont, à quelques exceptions près, c'est la loi coranique qui est, disons, la loi fondamentale d'une façon ou d'une autre, d'une façon plus ou moins fondamentale. C'est la loi qui régit dans toute partie de la société. Donc, je pense que si on va essayer de comprendre pourquoi une société ne change pas, il faut essayer de comprendre comment une société est construite. Et les sociétés arabes sont souvent construites sur une base religieuse. Même dans les pays comme la Tunisie et le Maroc, qui sont des pays, disons, qu'on appelle très modérés, on peut constater que la partie religieuse dans la construction de la société et dans la construction de l'état civil est très importante. Donc, je crois que il y a pas mal d'associations, il y a pas mal d'intellectuels qui étudient. Est-ce que l'islam est compatible avec la démocratie? Moi, je ne pose pas la question de la même façon. Moi, je pose la question de façon générale, plus générale. Est-ce que la religion est compatible avec un État moderne, dans la gouvernance de l'État moderne? Je crois que, parce que trop souvent, surtout vu de l'Occident, d'une façon assez paternaliste, on dit que le monde arabe ou le monde musulman est en arrière par rapport au reste du monde à cause de l'islam. Et je trouve que c'est une façon fausse de regarder la situation. Je dirais que n'importe quel État qui va choisir de gérer son avenir par rapport à une religion qui gère des choses qui sont intemporelles est un État qui, par la force des choses, va être obligé de se cantonner vers le bas, de rester dans une espèce d'emplacement conservateur. Et par rapport à la vie moderne, c'est très difficile d'être conservateur dans sa façon de gouverner parce que le monde change tellement vite aujourd'hui.
Donc, je pense que autant d'autres peuvent essayer de dire que c'est quelque part la faute de l'islam, moi je dis pas cela. Je pense pas que c'est vrai, mais je pense que c'est peut-être très souvent et trop souvent une façon de faire à ce qu'il n'y ait pas de séparation entre les choses qui concernent la gouvernance d'un pays et les choses qui concernent la gouvernance de la religion à l'intérieur de ce pays. Ça, c'est de l'un. De deux, dans la plupart des pays arabes et très souvent dans la plupart des pays musulmans, on constate que les pays sont gérés d'une façon autoritaire. Et il n'y a pas beaucoup de démocratie dans la plupart des pays arabes. En tout cas, s'il y a une démocratie, c'est souvent une démocratie qui concerne qu'une partie du gouvernement. Donc, je crois que par rapport à la création d'un État moderne, toujours est-il, quand on voit, si on compare la situation dans le monde arabe et la situation dans le monde occidental, on constate que le monde occidental est un monde où, généralement parlant, cette façon autoritaire de régir sur un pays n'existe pas. Il y a des changements possibles. Donc, ça donne une certaine effervescence également. Je ne suis pas sûr que cet autoritarisme qui existe dans le monde arabe est lié directement à l'islam. Mais je pense que, par contre, que beaucoup de dirigeants du monde arabe utilisent l'islam ils instrumentalisent l'islam pour garder leur pouvoir autoritaire. Donc ça aussi, ça joue. Exactement. Évidemment, de trois, et c'est un grand problème actuellement, c'est la question de soulèvements très intégristes comme Daesh, comme Al-Qaïda, comme d'autres, qui déstabilisent les pays en question, et ça va très loin, ça va jusqu'à l'Asie. Depuis le Maroc jusqu'à l'Asie, ces différents groupes sont en train d'essayer de déstabiliser ces pays. Donc, ces pays sont obligés de faire face à cela. Et c'est un problème qui n'est pas très simple parce que c'est un problème qui, à la fois, concerne la stabilité politique, mais ça concerne également la stabilité religieuse de ces pays. Parce que ce qu'on a constaté depuis une vingtaine d'années, c'est que de plus en plus, même s'il y a un rejet de la part des gouvernants ou de la part des intellectuels de ces mouvements, il y a quand même un message qui émane de ces mouvements qui touche la population et qui, quelque part, même si la population n'a aucune envie d'appartenir à ces mouvements, ça a tendance, dans le monde arabe aujourd'hui, à rendre la population plus conservatrice. Et je crois que en tout cas, il y a beaucoup plus de choses à dire, mais pour rester court dans cette discussion, toutes ces tendances ne donnent pas beaucoup d'envie, à mon avis, et ne donnent pas beaucoup d'impulsion vers une renaissance, si on peut dire, une renaissance de la réflexion de comment gérer son pays. Ça donne plutôt une tendance de rester un peu cantonné dans certaines bornes, je crois. Justement, Michael, justement, donc là, c'est un bilan noir, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Il n'y a pas de démocratie, il y a des autoritaires, il y a pas d'égalité sociale, il y a pas grand-chose. Hein. Donc il y a quelques rares actions par-ci par-là, mais le message fort qui est derrière, on voit la pauvreté partout, on voit l'illettrisme, on voit le manque de justice, on voit la santé qui n'est pas généralisée. On voit comment on appelle ça, l'égalité sociale, donc les couches sociales, il y a un gros fossé qui se creuse davantage. Donc il y a un bilan vraiment négatif.
Et ces pays-là sont en face des pays occidentaux qui valorisent l'humain, hein, donc qui valorisent le citoyen avec ses atouts, comme on vient de les citer, au sens opposé, égalité, santé, justice, tout ce qu'on veut. Mais on va où? Ma question principale. Et le monde, on va où? Oui, mais est-ce que j'ai une question rhétorique à te poser? Est-ce que parce que là, tu parles du monde arabe comme si c'était une monolithe. Tu parles du monde musulman. Non, mais laisse-moi finir. Tu parles du monde musulman comme si le Maroc devrait agir un peu selon certains principes qui existent en Indonésie. Et je crois que c'est la première clé. C'est que les pays, et il y a des exemples, le Maroc en est un, la Tunisie en est un autre. Il y a des exemples de certains pays qui ont fait certains pas dans le sens vers, disons, pour s'extriquer de cette réflexion, disons, pan-arabe et monolithique qui existe. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle, je te pose la question, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle le paysan du Maroc devrait agir ou vivre de la même façon que le paysan en Algérie? À mon avis, non. De telle sorte à ce que le paysan en France n'est pas condamné à vivre de la même façon que le paysan en Albanie. Donc, je pense qu'il y a d'abord une prise de conscience de ce que ça veut dire de faire partie d'une nation et où est-ce que cette nation veut aller. Et qu'est-ce que cette nation veut apporter par rapport à ce changement vers la modernité et vers l'ouverture, vers la démocratisation et toutes ces choses qui sont considérées comme des valeurs qui soulèvent la population vers une meilleure vie. Mais à partir du moment qu'on se voit comme faisant partie d'un monde très élargi, qui peut s'appeler le monde musulman ou le monde arabe, je crois qu'on est toujours dans quelque sorte sur un genre de face-à-face. Face-à-face, il y a le monde arabo-musulman qui est face-à-face à l'Europe. Je ne pense pas que c'est l'unité, personnellement, je ne pense pas que c'est l'unité par rapport à l'essor de la société qui va aider cette question dans le monde arabe. Je pense que ça peut aider peut-être sur certaines questions politiques, comme la question d'Israël et Palestine, mais ça ne peut pas aider par rapport à soulever la vie des gens, de la femme, du paysan et d'autres personnes dans chacun de ces pays. Ça dépend du pays lui-même. Le pays lui-même doit se prendre en compte et doit juger de comment il veut être lui-même en tant que pays. Ça dépend en partie des leaders de ces pays, mais à mon avis, ça dépend autant des personnes, du courage à l'intérieur de ces pays, que ça soit, comme on voit au Maroc souvent, des associations qui prennent quelquefois à certains moments plus d'importance, certaines fois moins d'importance, mais généralement parlant, on peut dire que les associations au Maroc ont apporté un grand bien vers ce changement. Mais je crois que c'est une prise de conscience de chaque pays qui va soulever chaque pays. Écoutez, sur ces bonnes paroles, hein, donc ces bonnes paroles d'espoir, j'ose dire, de la société civile, hein, comme tu viens de le citer, et ces paroles d'espoir aussi, parce que l'idée, c'est quoi, simplement que le citoyen puisse vivre sa vie en tant que tel, hein, avec ses droits et avec ses obligations, mais pas d'autoritarisme, pas de radicalisation, pas d'un... Surtout, pas de soumission, c'est très important d'être libre, parce que les hommes sont nés libres, et cette liberté, avec les moyens de communication à l'international, ça fait des jaloux, hein, on voit cette liberté dans le monde occidental, et dans le monde musulman, on la voit pas, et ça crée ce qui a créé, hein, donc il y a un réel fossé à combler, notamment en communication, notamment en éducation, en santé, en justice sociale. Moi, je pense que c'est les paramètres importants pour que,
au moins la voix de ces pays musulmans puisse être entendue et acceptée par les grandes puissances. Parce que moi je pense que c'est un handicap assez important. J'irai un peu plus loin, je dirais que tu soulèves un point qu'il ne faut pas, il faut pas le laisser de côté. Il est très important de se rendre compte que depuis 10 ans, les choses ont changé énormément grâce aux réseaux sociaux. Les gens comprennent qu'ils ne vivent pas de la même façon que d'autres vivent. Ils comprennent qu'il y a des raisons pour cela. Et cette population, tôt ou tard, que ce soit la jeunesse ou que ce soit les autres de cette population, ils vont commencer à demander et à exiger plus d'égalité, je crois. Merci Michael Kurtley. Merci à toi. Et bon dimanche à toi et surtout notre jeune marié Michael Kurtley. Une deuxième félicitation en live. Hein? Merci, oui, je viens de me marier le 6 novembre. Jeune marié pour toujours. Allez, à bientôt Michael. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.